Règle numéro 1. Ne jamais conduire pendant une tempête de poussière. Je m'apprête à partir pour mon tout premier road trip à travers le pays. Il y aura 3000 miles d'ici jusqu'à la côte ouest. Je prévois de parcourir les 3000 miles en 7 jours. J'ai acheté cette moto il y a seulement quelques mois et j'ai déjà fait environ 3000 demi-tours avec. Et il y a 2 mois, j'ai essayé de la relever et je n'y arrivais pas, mais je voulais réessayer. Donc, la nuit dernière, ceci est arrivé. Ce matin, je voulais tester mes capacités. Avec les sacs, je pensais que ce serait plus simple, mais c'était finalement plus dur. Les sacs m'empêchaient encore d'avoir une bonne prise, mais c'était quand même faisable. 3000 miles en 7 jours, ce n'est peut-être pas beaucoup pour certains d'entre vous, mais pour moi, c'est le plus grand voyage que j'ai jamais fait. Sur le retour, je prendrai mon temps et m'arrêterai sur des routes pittoresques et dans des lieux sympas. Mais sur le trajet aller, je suis pressée par le temps. Parce que j'ai une formation avec Jocelyn Snow, cette formation que j'ai faite sur sa GS 1250 l'année dernière. Je veux le faire sur ma moto et nous avons une invitée spéciale qui se joint à nous, donc je ne peux pas être en retard. Je voulais d'abord que mon premier voyage traverse le pays d'une côte à l'autre, ce qui est techniquement le cas. Deuxième jour, je suis arrivée à l'île de Tybee. En fait, il est illégal de conduire un véhicule motorisé non homologué sur la plage ici. Donc, je ne peux pas le faire, mais je peux toucher l'eau moi-même. Alors, c'est ce qu'on va faire. Tu vas entrer dans l'océan? J'ai débuté mon aventure sur la côte Est par un week-end de d'essai avant mon départ pour tester mes nouveaux accessoires et profiter de Cody et des animaux marins. D'accord, coquillage de la côte Est. J'ai mon coquillage porte-bonheur que j'ai trouvé à Tybee Island. Et il vient avec moi de l'autre côté de l'Amérique. Et je ne m'arrêterai pas tant que mes bottes n'auront pas touché l'eau de la côte Ouest. En fait, je montais en disant que je ne m'arrêterai pas, évidemment pour l'essence, la nourriture, les toilettes, etc. Tu vois? Donc, à l'origine, j'avais planifié cet itinéraire pour éviter le rude hiver. Je pensais avoir tout prévu. Les vastes étendues de désolation au centre des États-Unis où les stations-service peuvent être séparées par des centaines de kilomètres. La vague de froid extrême que la côte ouest n'avait pas connue depuis des décennies. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en changeant d'itinéraire, je m'étais retrouvée directement au cœur du No Man's Land des motards. Dans la collision des masses d'air venant à la fois du sud-ouest désertique et de l'air frais venant du nord, le point de déclenchement pour la formation de tempêtes dans un environnement favorable est établi. Initialement, ce voyage à travers le pays devait avoir lieu 1 mois plus tôt, mais les inondations en Californie du Sud nous ont fait le repousser. Tout comme le parcours du défi de Jocelyn qui a été détruit, maintenant j'ai plutôt chaud. Il fait 28 degrés avec ce pantalon, il fait trop chaud. Peut-être que je changerai d'itinéraire à la dernière minute. Mais ça a pris tellement de temps à mettre en place. J'ai fait de cet arrêt le premier, à 640 km. Je suis partie à 11 heures. C'est mon plus long road trip, jusqu'à présent, environ 3 à 4 semaines. Ma mère et mes sœurs paniquent tellement que j'ai sérieusement envisagé de ne même pas faire ce voyage. Elles s'inquiètent vraiment pour moi. Que ce soit être attaquée dans une station-service, rester coincée sans réseau ou être prise dans des tempêtes de poussière, ce sont tous des cas extrêmes, mais possibles. Ma mère voulait me suivre en voiture. C'est tellement embarrassant, mais tu sais quoi? Je me suis dit qu'une voiture suiveuse ne serait pas mal. Peut-être que pour mon prochain voyage à travers le pays, je vais commander à manger, commencer à envoyer des emails à des marques et voir si, avec un peu de chance, je peux obtenir un sponsor pour ce voyage. Parce que ça coûte très cher. Si vous voyez une mention de sponsoring au début ou à la fin de cette vidéo, ça veut dire que j'ai réussi. Bonne nuit. Oui, j'aurais aimé qu'elle soit rouge parce que je déteste ce bleu. Et ensuite, bienvenue au Texas. Les intersections sont en fait l'un des endroits les plus dangereux pour un motard aujourd'hui.
je réalise que j'ai besoin de certaines choses. Maintenant que j'en suis à environ 1/3 du voyage, je vais donc m'arrêter au magasin d'équipement moto le plus proche que je peux trouver. Il y en a un sur mon itinéraire, je vais m'y arrêter pour acheter des affaires. Très bien. J'ai acheté des repose-pieds pour l'autoroute, donc maintenant j'ai 3 endroits où poser mes pieds, ça va être tellement agréable. J'ai pris un kit de réparation de pneus, un tour de cou, j'ai déjà une cagoule thermique, mais il reste beaucoup de place. Donc j'avais encore le visage froid et une pompe à pneus portable qui, juste après ça, m'a d'ailleurs été utile. Parmi toutes les choses auxquelles je m'attendais en traversant l'Amérique, ça, je ne l'avais vraiment pas prévu. Mon Dieu, c'est magnifique. On dirait un hippogriffe ou un dinosaure. Finalement, comme c'est souvent le cas quand on fait des plans sur la route, les choses ne se passaient pas comme prévu. Je me suis arrêtée à cette station-service pour me réchauffer. Il fait froid dehors. Je vais un peu plus au nord que ce que Google Maps proposerait si t'allais simplement en Californie. Mais c'est parce que j'essayais d'éviter les villes frontalières, tout simplement pour des raisons de sécurité. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe avec la météo, parce que quand j'ai regardé Amarillo, Texas, c'est là où je vais. La météo annonçait 21 degrés aujourd'hui, je ne comprends donc pas ce qui se passe. Là où j'étais à Amarillo, il fait actuellement 43 degrés à 2 heures de l'après-midi. J'ai mis ma combinaison de pluie pour avoir plus de chaleur, car même mes vêtements chauffants ne suffisaient pas. Dans le froid humide du nord du Texas. La combinaison de pluie m'a beaucoup aidé. Hier n'était vraiment pas une journée de voyage facile. J'ai mal aujourd'hui. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Alerte drapeau rouge, alerte vent violent. Les vents étaient si forts, c'en était presque drôle. Au début, le vent est passé d'amusant à agaçant. J'ignorais que c'était le dernier cycliste que je verrais durant les 2 prochains jours. Mais Chica l'a fait. Je tiens mon vélo parce que je ne suis pas sûre qu'il ne va pas tomber à cause du vent. Le vent continuait de se renforcer, tellement fort que j'avais peur que si je tenais en équilibre sur une jambe pour relever la béquille, mon vélo tombe. Oh là là, ce vent est complètement fou. Mon corps, mon cou sont physiquement en train de forcer. Oh là là, est-ce que c'est toujours comme ça? Je me demande comment elle n'a pas laissé tomber ce truc. Franchement... Je ne sais pas. Alerte de vent violent, menace importante pour la vie ou les biens. Oh là là, des vents du sud de 40 à 45 rafales jusqu'à 70 sont prévus. Et puis, au loin, c'était là. C'est ce que je pensais. Je n'arrivais pas à atteindre cette porte car j'avais du mal à enfiler ma combinaison de pluie. Elle ne cessait de s'envoler loin de moi. Un Amérindien est apparu soudainement et m'a demandé si je conduisais dans cette tempête. Je lui ai dit que j'étais sur le point d'y retourner. Il a répondu « Ça allait empirer et ça ne valait pas ma vie et que je devrais m'arrêter maintenant. » J'ai écouté. Je parie que tu te sens bien d'être arrivé jusqu'ici. Oui, ce n'était pas du tout prévu que je m'arrête ici, donc je reste dans cet hôtel. Je me disais « Oh, je suis à 3 heures d'Albuquerque. » Mais ce vent est juste fou. Je me fais emporter dans tous les sens, la moto penche, même si je vais tout droit. Je viens d'arriver et il y avait un homme avec un camion qui a dit qu'il prévoyait aussi d'aller à Albuquerque. Il s'est arrêté car son camion dérapait. Il a vu un semi-remorque avec 2 roues hors de la route. C'est de ça que ma famille s'inquiétait. C'est ce contre quoi ils m'avaient mis en garde et je pensais qu'ils exagéraient. Les impacts sont dommageables, les vents pourraient te faire tomber des arbres et des lignes électriques, des coupures de courant sont possibles, les déplacements pourraient être difficiles. Une petite tempête de poussière. J'ai de la poussière dans les yeux, je la sens même entre mes dents. Oui, vers 2 ou 3 heures du matin, ça s'arrête puis ça recommence vers 11 heures du matin. Si je pars tôt, je pourrais sortir avant que ça ne recommence. J'avais vraiment eu de la chance. Ce n'était pas rare que les tempêtes de poussière soient si épaisses qu'on puisse se retrouver complètement plongé dans l'obscurité, incapable de voir même les phares de la voiture devant soi.
Donc ma visière ne se fermait pas à cause de toute la poussière. Je ne sais pas si c'est une façon approuvée de porter ce casque sans la partie visière pare-soleil. Mais comme je fais encore que de l'autoroute, je dois rattraper des kilomètres, donc les prochains jours vont être difficiles. Je ne peux vraiment pas utiliser cette visière en ce moment. Il fait très froid dehors. Donc je ne vais pas directement à ma destination en Californie, je vais descendre vers le sud. Donc je vais passer par Phoenix pour échapper au froid. Parce que en ce moment, en Californie, il y a des tempêtes de neige pour la première fois depuis des décennies. Je me dis, est-ce que c'est la fin du monde ce mois-ci ou qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment hâte de faire le trajet pittoresque du retour où je m'arrête souvent pour montrer plein d'endroits sympas. Non, je ne me suis pas faite de permanente. Je ne vais tout simplement pas lisser mes cheveux parce que c'est un voyage à travers le pays. Nous sommes prêtes à partir. Voir les conséquences de la tempête de la veille était comme un avertissement que les problèmes n'étaient pas encore terminés. Trajet froid aujourd'hui. Ce que je ne savais pas en consultant la météo entre mon point de départ et la prochaine étape, c'était que sur la côte ouest, il y a des montagnes, de grandes montagnes, et les traversées pouvaient signifier passer par des températures 30 degrés plus froides. En quelques minutes, mes vêtements chauffants et ma combinaison de pluie ne suffisaient en plus, et au sommet de la montagne, la batterie de mes gants est tombée en panne. Je suis à une station-service et l'homme m'a donné ceci. La baisse des températures et de l'altitude se traduisait par des collines sablonneuses et le premier motard aperçu depuis des centaines de kilomètres. Mais le soulagement fut de courte durée. J'aurais dû préciser qu'à chaque chute de ma moto, il ne fallait pas repartir comme je l'ai fait. J'étais si embarrassée et bouleversée que je voulais juste partir, mais il faut toujours vérifier que tout va bien sur votre moto. Heureusement, tout allait à peu près bien sur la moto, à part le protège-main qui s'est cassé. Donc je l'ai de ce côté, mais pas de l'autre côté. Je suis sûre que je pourrais juste le scotcher, vraiment, si c'est juste pour dévier le vent, parce qu'au moins j'ai encore la protection. Ça a tenu assez solidement. Et mon repose-pied d'autoroute pend juste. Voilà. Voici à quoi ça ressemble de ce côté. Donc, 500 livres de pression l'ont simplement déplacé. Je ne suis même pas sûre d'avoir les bons outils pour déplacer ça. Je suis certaine que Jocelyn en aura. Mais j'ai remarqué autre chose, et cette partie est très préoccupante. Donc, voici le côté où ça n'est pas tombé, et voici le côté où ça l'est. Donc, c'est le même problème que j'ai eu avec les baguettes, les protections d'origine. Ça s'est tellement enfoncé avec juste une seule chute sur le trottoir. Maintenant, je ne suis pas sûre que le cadre de la moto survivra à une autre chute. Je ne sais pas quoi faire. À la classe de Jocelyne. Ce vélo pourrait tomber une demi-douzaine de fois. Et je ne sais pas si je supporterai une autre chute. Et autre chose, je viens de recevoir un message de Revzilla. Il préparait des pneus pour moi parce que j'allais changer les pneus juste pour le cours Adventure pour mettre des pneus à crampons à la place de ces pneus de route. Et en ce moment, nous avons un problème où l'endroit où nous allions l'emmener. Parce que à Cycle Gear, tu peux changer, tu peux faire remplacer les pneus, mais ils doivent être démontés de la moto. Et je n'ai pas vraiment la capacité de faire ça. Donc là, on est mardi. L'entraînement avec Jocelyne commence jeudi. Donc je dois trouver quelque part, à la dernière minute, où on peut soit faire livrer les pneus en express, soit avoir les pneus en stock. Et qu'ils acceptent de me prendre en dernière minute. Je ne savais pas si mes pneus arriveraient à temps ou si mes protections pourraient survivre à une autre chute, ce qui voulait dire que je ne pourrais pas participer au cours de Jocelyne. C'était la raison principale pour laquelle j'avais traversé les États-Unis à moto. Tout ce que je pouvais faire, c'était continuer à avancer et espérer avoir de la chance.
Ah oui, et j'ai utilisé mon jour tampon. Je n'avais plus aucune marge pour des retards maintenant. Il est 5h30 du matin. Je suis pas Niger Chesper, je suis pas vraiment sûre de comment ça va se passer. J'avais vraiment du mal à faire le plein, l'essence ne sortait tout simplement pas. En Californie, ils ont ça à cause des émissions. Comme je suis à moto, il faut tirer ça en arrière pour que l'essence sorte. Il est presque 2 heures. J'ai parcouru presque 650 km, donc je ne suis pas mal niveau timing, mais j'ai décidé que j'avais besoin d'une pause. Pas une pause à la station-service, une vraie pause. Donc je mange une crêpe au poulet et au pesto. Je suis en Californie. De l'autre côté du pays, je peux littéralement voir l'océan de l'autre côté de la rue. La situation avec le vélo, l'entraînement chez Jocelyne, je ne sais pas ce qui va se passer. Les pneus sont en retard, les protections sont fichues. Jocelyne dit peut-être qu'on devrait reprogrammer. Je viens de traverser le pays. Ouf, je suis fatiguée. Ça, c'est l'océan Pacifique, d'une côte à l'autre. On y est arrivé. Coquillage porte-bonheur. Voici ta sœur de la côte ouest. Tu t'en es bien sorti. Juste quelques heures avant la fermeture du magasin, mes pneus sont arrivés juste à temps et Monterey Power Sports a pu me prendre à la dernière minute. Je ne savais pas si mes protections de chute pourraient supporter une autre chute. J'ai décidé de mettre ça de côté et de fêter ça. J'ai traversé les États-Unis et d'accord, ça m'a pris 8 jours, mais j'ai vraiment essayé de le faire en 7. J'ai fêté ça en payant 200 $ pour une excursion d'observation des baleines décevantes et j'ai décidé que je n'avais pas traversé les États-Unis pour ne pas m'entraîner sur le parcours d'obstacles de Jocelyne. Je vous parle depuis le futur. J'en suis actuellement à 5 semaines de mon voyage à travers le pays. Je pensais que ce voyage durerait 3 à 4 semaines. Malgré quelques contretemps, c'était mon estimation. Maintenant que j'ai parcouru environ 7000 miles avec ce vélo et tout cet équipement, ce serait le bon moment pour vous faire une visite de tous les accessoires et vous montrer comment il tient le coup. Mes sacoches Lone Rider, j'en ai 2 à l'arrière. J'en ai 5 en tout. Ces 2 à l'arrière, les 2 plus petites qui y sont attachées, le grand sac de sel et aussi un petit sac de réservoir. Eh bien, ces sacoches ont traversé des tempêtes de poussière, des orages, plus de 11 000 km, dont la plupart sur autoroute, et elles tiennent toujours très bien. La seule chose, c'est de bien vérifier les boulons de votre système de fixation rapide, parce qu'il n'y a qu'un seul point d'attache. À moins que vous voulez en faire un peu plus et ajouter des sangles juste ici. Ici, il y a des endroits à l'arrière où vous pouvez attacher des sangles. Mais il y a eu un moment où je n'ai pas vérifié les boulons et ils se sont desserrés, puis c'est tombé. Mais à part ça, c'est assez incroyable comme... il y a eu quelques fois où j'ai oublié de verrouiller ceux-là et j'ai même oublié de verrouiller celui-ci et le sac est quand même resté en place. Ces cartes de secours ont été testées et éprouvées de nombreuses fois pendant ce voyage et elles tiennent vraiment bien. Ces protections de main S, Darby et Motec aussi. La partie en plastique s'est cassée lors d'une chute, mais la barre elle-même, enfin, tout est protégé ici. Après littéralement beaucoup de chutes, c'est ma moto, je peux prendre tous les risques que je veux maintenant. J'ai ajouté des repose-pieds autoroute car j'ai parfois mal aux genoux sur les longs trajets. Avec ces commandes, elles ne sont pas vraiment au milieu, elles sont légèrement en arrière en fait. J'ai une légère flexion au niveau du genou, ça a vraiment aidé mes genoux et ça sauve vraiment les fesses. J'ai ma lumière de casque break-free pour plus de visibilité, surtout quand les conditions ne sont pas idéales. Elle s'allume quand on s'arrête ou ralentit grâce à l'accéléromètre sans fil. Quelques ingénieurs de 20 Stop, ils sont passés dans l'émission Shark Tank. J'utilisais mon cardo pour écouter la musique et les indications. Les Hippo Hands étaient à Jocelyne, mais elle me les a donnés. Je n'ai pas de place pour les ranger quand il fait chaud, alors je les laisse simplement en place et ça va. Elles me gênent quand il fait très froid. J'avais besoin d'un casque, j'ai eu le XD4, comme Itchy Boots.
J'ai enlevé la visière car je fais beaucoup d'autoroutes aujourd'hui et il pourrait y avoir des vents latéraux selon ma conduite. C'est juste que je fais tellement de routes sur autoroute, le Corsair, je pense, était en fait meilleur que celui-ci. La visière lors des longs trajets sur autoroute me donne un peu mal à la tête. J'ai un nouveau support pour ce casque. Je pense que j'ai aussi un code de réduction pour vous pour celui-ci. Si c'est le cas, je le mettrai en lien ci-dessous. Je sais que j'en ai un pour mon break free. J'ai racheté une dashcam. Elle est à l'avant et à l'arrière. Donc, vous pouvez connecter l'application à votre téléphone et voir les fichiers de cette façon. Quant à mon équipement, il est super. Il y a beaucoup d'aération et de couches. Je l'ai utilisé à environ 35 degrés Celsius sur de courtes périodes, mais la plupart du temps, la moyenne était de 50 à 78 degrés Celsius. La moto d'aventure, c'est le summum de l'exploration de l'inconnu. Et personne ne repousse ses limites aussi loin que les concurrents du trophée BMW GIA. Avec une nouvelle moto d'aventure et une nouvelle soif des routes moins fréquentées. Je voulais être prête pour n'importe quelle aventure. Alors j'ai traversé l'Amérique pour trouver l'une de ces motardes incroyables et apprendre d'elle sur son propre terrain. Je suis la patronne, elle ne me commande pas. Je suis au ranch de Jocelyn Snow, ici pour refaire le stage 1 an plus tard, sur ma propre moto. Cette fois, une autre YouTubeuse, Amanda Zito, se joindra à moi. Bonjour, je m'appelle Jocelyn Snow, je suis une motarde d'aventure. Je suis instructrice certifiée BMW International Off-Road. J'ai participé au trophée BMW GS, mais je fais de la moto depuis plus de 35 ans. Bref. Ma moto a justement reçu ses pneus tout-terrain spécialement installés hier pour ce cours. Et j'ai de l'espoir, mais je suis un peu inquiète parce que mes pare-chocs se sont pliés après une chute cette semaine. J'ai un peu peur que cette moto ne survive pas à une autre chute. Mais tu sais quoi, je me suis dit que j'étais venue jusqu'ici pour suivre ce cours. Je préfère le faire. Si je dois ramener ma moto abîmée chez moi sur une remorque, tant pis. Je m'appelle Amanda Zito, je fais de la moto depuis 2012. J'ai traversé les États-Unis 4 fois, principalement à moto sur de longues distances et en campant souvent. Je pense que ce qui m'enthousiasme le plus, c'est d'obtenir des retours authentiques de Jocelyn Snow. Je suis ravie à l'idée d'être battue par quelqu'un de plus petite que moi. D'abord, il y avait l'équilibre, apprendre à ne pas être aussi maladroite avec nos motos. Ces motos avaient de grands réservoirs pour parcourir de longues routes désertes sans station-service. Et assez hautes pour pouvoir franchir les obstacles imprévisibles que l'on peut rencontrer hors route, ce qui donne une moto grande et lourde, difficile à manier sans entraînement. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir les deux pieds au sol. Je pense qu'il suffit d'en avoir un seul posé, que ce soit votre pied droit ou gauche. La hauteur de la selle importe peu. Et enfin, tous ces exercices d'équilibre sur lesquels nous travaillions, nous les appliquerions sur le vélo en roulant.
penses-tu du fait de laisser tomber le vélo? Ça me va. Donc, en apprenant à gérer ces motos plus grandes, plus hautes, plus lourdes, je les ai souvent fait tomber. Mesdames, vous êtes censées me copier. Je n'ai pas fait ça. Faire tomber son vélo signifie apprendre. Et je t'ai dit que tu devais attendre. Le repose-pied extérieur gêne quand je tourne à droite, surtout avec mes pieds ici. La dernière fois que j'ai fait le bowl, ils ne l'ont pas fait. Toutes ces lignes n'étaient pas là. Tu pouvais juste entrer où tu te retrouvais et puis voilà. Maintenant, c'est comme si tu montais la colline et qu'il y avait soudain ce virage serré après. Avant de venir au cours, ma plus grande peur était que ma moto soit totalement abîmée et que je doive la ramener sur une remorque. De retour chez moi, de l'autre côté du pays. Oh! C'est une peur légitime. C'était un super barret. Ensuite, tu as demandé. Et maintenant? Puis tu as fait ça. J'avais quelques inquiétudes. Je ne peux pas amener Doodle et Amanda ici. Et ensuite, tu sais, leur faire du mal ou quelque chose comme ça. Et puis, elles sont blessées. Au ranch du nez de Jocelyne, ils prennent leur vélo pour rentrer chez eux. Ils sont venus ici à vélo. Donc, je dois m'assurer, premièrement, qu'elles ne se blessent pas. Et deuxièmement, que leur vélo ne soit pas abîmé. Certains des obstacles sur le parcours de défi de Jocelyne, je vous jure qu'elle les invente en se demandant qu'est-ce qu'on pourrait voir dans un dessin animé ou un film. Mais personne ne serait jamais assez fou pour essayer ça dans la vraie vie. Tu es dessus et puis ça ne descend pas tout de suite. Alors on dirait que tu es sur le point de tomber d'une falaise. Comment tu te sens à propos de la bascule? Et si je te disais ça après? D'accord. Mon cœur bat fort. C'était un cerveau, j'essaie de l'expliquer. PGA, ouais? Un cerveau? Je ne sais pas comment dire, sans jurer. Un casse-tête. Je vais juste reprendre mon souffle et puis recommencer. Qu'est-ce qui a été le plus effrayant aujourd'hui? Oui, c'était la bascule, mais je ne l'ai pas faite à cause d'une crise d'angoisse. Tu ne l'as finalement pas fait? Non, je ne l'ai pas fait. Tu aurais totalement pu le faire, pourtant. Tu as très bien réussi le pont. J'ai réussi le pont, mais à chaque fois que je pensais à faire la bascule, mon cerveau se bloquait complètement. C'est tellement mental. Oui. Eh bien, tu sais, je suis tombée sur le pont, toi tu n'es pas tombé du pont. Je savais que Doodle et Amanda allaient être capables et aptes à faire tout ce que je leur demanderais. Cependant, j'ai clairement vu des doutes dans leurs esprits. Ce que nous devions surmonter, c'était surtout dans leur tête. Tu fais des cercles très serrés, comme un demi-tour doublé, l'une des choses les plus difficiles à faire à vélo. Et tu le fais avec une seule main, et tu perds de la corde au fur et à mesure. Donc ça devient de plus en plus serré et difficile. D'accord, cours en rond. Oui, en ne regardant que moi. C'est parti, plus de poids vers l'extérieur. Vois comme je maîtrise la situation, vois comme je suis équilibrée. Regardez ça les gars, regardez ça, regardez ça. Je monte sur mon vélo, je me prépare et soudain, boum. Ils ont mis ce sweatshirt noir sur ma tête, par-dessus mon casque, et l'ont noué autour de mon cou et je ne pouvais rien voir. Je ne sais pas, c'est peut-être une grosse tempête de vent, ou je ne sais pas, tu reçois quelque chose dans les yeux, ou il se passe quelque chose. Tu dois utiliser tous tes autres sens, alors je vais te donner ces lunettes spéciales. Au sol.
Éteins le vélo. Respire. C'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment du mal. Quand les conditions sont parfaites, parfois j'arrive à soulever cette bête de 227 kilos, mais parfois je n'y arrive pas. Si j'ai appris quelque chose des arts martiaux, c'est que la technique peut l'emporter sur la force, même quand la plus petite personne affronte la plus grande. Je me suis dit que cette idée pouvait peut-être s'appliquer aussi au vélo. Commence à reculer. Maintenant, je suis un peu juste ici, je n'ai plus de jambes à donner. Donc, pour amener le vélo jusqu'en haut, je vais lâcher ma main droite et attraper quelque chose plus bas ici. C'est parti, prête. Boum! Alors, t'as déjà soulevé ce truc avant? Oui, D'accord. dans mon allée et à la station-service, Oui, c'est ça. Expire, tu l'as fait. On y va, on y va, on y va, on y va, on repousse. ce n'est pas pareil que l'allée. Regardant le ciel. Vas-y, 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 n'abandonne pas, n'ose même pas abandonner. J'étais proche. Merde. Ouais. Je peux le faire. Allez, allez, vas-y, 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 pousse, pousse. Oui, pied, 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 pied. Encore un pied, pied, pied. Respire un coup. D'accord, maintenant, verrouille, tu tiens le vélo, attrape plus bas, pousse-la de l'autre côté. C'est tellement plus facile dans l'allée. En t'entraînant, tu découvriras ce qui convient le mieux à toi et ta moto pour obtenir un maximum de levier, pour que ça devienne plus facile. Maintenant que tu as fait ça, est-ce que tu voudrais relever ma moto? Ai-je mentionné que la moto de Jocelyne est environ 23 kilos plus lourde que la mienne? Parce que je crois que la dernière fois que tu étais ici, tu l'as fait, mais il se peut que je t'ai aidé pour ça. Tu m'as aidé? En voyant le montage, je me suis dit, attends, c'est sa main. Il est temps de te racheter. Qu'en dis-tu? D'accord, laisse-moi juste reprendre mon souffle à propos de toi. Oui. Reprends ton souffle. Je n'ai aucune marque sur ces pare-chocs. Ils ne sont pas encore tombés. Ce n'est pas celle que j'ai fait tomber. Eh bien, après que tu sois venu en cours, j'ai mis de nouveaux pare-chocs dessus. Et je ne pense pas qu'elle soit tombée par terre. Pas étonnant que tu n'aies pas proposé ta moto à nouveau. Ramasse ma moto, c'est parti. Je crois en elle. J'ai juste besoin qu'elle croie en elle. Crois en toi. Allez, appuie-toi contre le siège. Vas-y, 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 vas-y. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et voilà, c'est parti. D'accord, la voilà qui y va. Pas de problème. On y va. On recule, recule, recule. Respire, respire, respire. Recule les pieds. Pousse simplement en arrière. Redresse-toi. Oui, c'est ça. Utilise tes pieds. Continue d'avancer, continue d'avancer, continue d'avancer. Oui, je tiens. Mettons la béquille. C'est de ce côté, en fait. Oh, d'accord. Ça, Tu m'aides. c'était gribouillifique. Vérifie les images. Tu penses que je t'ai aidé? On va recommencer. Non, ça va, c'est comme ça pour l'instant. Peut-être est-ce que je prendrai 2 kilos de muscles l'année prochaine. Et puis la voiture, a dit Jocelyne. C'était vraiment juste une colline, mais elle était en métal avec des trous là où il y avait autrefois des fenêtres. Après qu'une élève ait fait passer son vélo sur cette voiture, elle s'est écrasée et l'a complètement détruite. Nous nous entraînions pour la voiture en franchissant juste avant quelques autres obstacles similaires. À la fin de l'entraînement, Jocelyne nous a surpris avec une véritable aventure. Une visite spontanée des 600 acres de terres agricoles et de sentiers d'un voisin. Une partie de la balade était vraiment extrême. Et comme mon vélo n'est en fait pas le modèle tout-terrain de cette série, je venais tout juste de passer aux pneus tout-terrain pour ce cours. Mes pneus patinaient en montée, ce qui faisait caler la moto. Et je perdais Jocelyne et Amanda, mais je me disais, bon, Jocelyne nous a amenés ici et elle ne fait pas demi-tour. Alors j'ai juste continué et je ne m'en suis pas inquiétée. Ton état d'esprit influe directement sur ta posture.
Je n'y étais pas allée depuis un bon moment pour le reconnaître à l'avance. C'était un peu spontané. Et à un moment, j'étais en tête avec mon casque guidant ces dames derrière moi. Je me disais, oh Jocelyne, qu'as-tu fait? Je ne sais pas si on va réussir à monter, à faire passer ces dames. C'est vraiment difficile. Chaque fois que je regardais dans mon rétroviseur, parce que j'avais du mal à rester sur mes deux roues, je regardais derrière et voyais ces deux phares me suivre. C'était incroyable. Beau travail, mince, beau travail. Ouais, merci. Et tu es en train de foncer à toute allure. Oh la vache. Je le fais depuis un peu plus longtemps. Feel the wrench? À un moment, je me suis dit, ça pourrait être compliqué de faire sortir tout le monde. Et ils m'ont surprise, et je pense qu'ils se sont surpris eux-mêmes. J'adore leur balade nocturne. Je me sens anxieuse. Une fois qu'ils ont vraiment eu ce soir... Il y avait des endroits vraiment dangereux. On t'a eu. N'essaie pas tout seul dans la boue. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tout sale. Oh, fais une pirouette pour moi, tourne-toi vite dans les phares. Oh oui, oui. Je ressemble un peu à Amanda. C'était tellement amusant. C'était sympa. Quelle a été ta partie préférée du week-end? Tout? Je suis très fière d'eux deux. J'espère qu'ils reviendront. J'espère qu'on aura un épisode 3 parce que j'ai des comptes à régler avec ces deux-là. À quel point ta confiance en toi t'influence et influence la façon dont tu fais les choses? Si tu crois ne pas pouvoir faire quelque chose, tu n'y arriveras pas car tu ne donneras pas le meilleur de toi-même, peu importe la tâche. J'ai la persévérance pour essayer de recommencer après une erreur. Ne me demande pas comment, mais d'une façon ou d'une autre, les protections anti-choc ont survécu. Elles se réparent seules et ne sont plus bancales. Elles se sont un peu replacées. J'enregistre cette voix off 8 semaines après la vidéo, de retour chez moi en Amérique, après de nombreuses autres chutes. Au cas où tu te poserais la question, tu peux t'entraîner ici aussi. Il te suffit d'envoyer un email à Jocelyne et elle s'en occupera avec toi. Au milieu du désert de Californie se trouve la dernière ville d'Amérique. Sans loi, Slab City n'a ni électricité, ni eau courante, ni force de l'ordre. Alors que je rentrais chez moi lors de mon voyage à travers le pays, j'ai dû m'arrêter pour voir cette ville par moi-même ainsi que les endroits étranges et uniques qui l'entourent. Car voici l'histoire de la mer miraculeuse dans le désert, la mer de Salton. Je suis ici à la mer de Salton qui ressemble et sent comme un océan sale. Mais ce n'est pas un océan, c'est un lac. Et ce craquement que vous entendez sous mes pieds, ce n'est pas du sable, ce sont des arêtes de poissons. C'est de ça que le sable est composé ici à la mer de Salton. Cette mer a connu des saisons de fortes pluies et aussi des années de sécheresse, donc c'était autrefois une station balnéaire très populaire dans les années 50. Mais après que tant d'eau se soit évaporée, elle est devenue trop salée pour permettre aux animaux de survivre. Alors les poissons ont commencé à mourir et à s'échouer sur la plage. Et il y en avait des milliers, probablement des millions, tout le long du rivage. La station balnéaire a donc fermé. Et ce n'est pas vraiment le genre de plage où tu as envie d'enlever tes chaussures et d'aller te promener. Et nous sommes à environ 40 minutes de Slab City. Amanda m'attend là-haut, sur le parking. Je ne pense pas qu'elle voulait venir, aujourd'hui. Les parcs nationaux, c'est plus son truc, contrairement, aux plages de poissons morts et aux villes d'anarchie. Mais j'avais peur d'y aller seule. Donc elle vient avec moi, c'est une bonne amie, d'accord? Remontons là-haut. Nous sommes arrivés à Salvation Mountain, juste au début de Slab City. Amanda, comment tu te sens à l'idée de venir dans une ville sans loi? Ce sont sûrement des gens ordinaires qui veulent juste qu'on les laisse en paix. D'accord. Tim? Yes. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait de venir dans une ville sans loi? Mec, je me sens hors la loi. Ouais. J'aurais dû prendre mon 6 coups, tu vois? Ah ouais, je suis un peu nerveuse, donc je suis contente que vous soyez là, comme ça au moins je ne suis pas seule. Ah ouais, t'es déjà tombé sur des trucs fous? Non mais, on vient juste d'arriver, alors on va voir. Donc ça a été construit par Leonard Knight, je crois que c'est ce qui était écrit. Ça lui a pris environ 40 ou 50 ans, et c'était comme sa façon à lui.
Ils souhaitaient transmettre un message sur Dieu. Aujourd'hui, des bénévoles entretiennent le lieu et reçoivent des dons de peinture. Mais il a tout construit lui-même à la main, avec de l'argile adobe et des couches de peinture. Donc apparemment, quand on marche, on peut sentir comme si ça s'enfonçait sous nos pieds parce qu'il y a tellement de couches de peinture de lui. Et des gens essaient de l'entretenir et de le garder aussi éclatant et joli qu'il l'est. J'ai l'impression que je devrais chuchoter. Je ne sais pas. Je suis encore nerveuse. Je suppose. Apparemment, le toit s'est effondré là-bas, donc on ne peut pas y entrer. Oh wow, on peut voir des fenêtres. Mince, dommage qu'on ne puisse pas y entrer. Donc beaucoup d'endroits sont fermés pour réparation. On dirait que... Nous entrons officiellement dans la ville des drapeaux. D'accord, nous sommes arrivés à East Jesus. Donc c'est ici que n'importe qui peut créer de l'art à partir de déchets. Et c'est vraiment génial. Regarde là-bas, regarde ça. Il y a un avion abandonné. Quoi? Il y a toutes sortes de choses, genre, oh là là, qu'est-ce que tu penses de East Jesus? Amanda? J'ai grandi dans le Montana rural. On est des ploucs. Un tas d'ordures empilées pour paraître joli, c'est pas nouveau. C'est nouveau pour moi. C'est cool. Maintenant, nous allons découvrir l'église de l'Illumination. Je ne suis pas sûre de quoi il s'agit, mais je trouvais que c'était plutôt cool de le souligner. Il y a une bibliothèque ici, une auberge un peu plus loin, un café et un cybercafé. Oui, j'aurais aimé rester ici plus longtemps. Salut Julie, assieds-toi. Merci. J'enregistre. Ça te va? Oui, vas-y. Vous êtes la docteur? Je suis le docteur Spencer et voici Brad. Salut Brad. Je vis ici, ça fait 7 ans que je suis là, je suis acupuncteur à la retraite, herboriste chinois et sexologue. Oh wow. Ouais, alors pourquoi tu ne leur ferais pas d'abord visiter le jardin? D'accord, et ensuite tu leur montres le passe-temps? Bien sûr que je le fais. Prends des photos et fais tout ça. Merci beaucoup. C'est très... Wow. Au milieu du désert. C'est magnifique. Et il a une oasis. Oh wow. Et... il dit qu'il cultive, vous savez, assez de légumes pour plusieurs personnes. Donc c'est vraiment charmant. Et il apporte l'eau et il a plusieurs systèmes d'eau. Il y a ces étangs à poissons derrière, je vais vous montrer. Oh mon Dieu. Il a des grenouilles, mon pote, et des crapauds là-dedans. Mais c'est charmant. Et donc voilà tout. Voici des tomates. Oh mon Dieu. Et ça, ce sont, tu sais, beaucoup de légumes verts. Et des épinards et des laitues. Et voici quelques herbes. Qu'est-ce que tu dis? Ici, c'est la tour. Les gens viennent et demandent s'ils peuvent monter pour profiter de la vue magnifique. Il y a un lit là-haut? Oui, ils font un nid là-haut. Oh! Il y avait des œufs là-dedans, oui. Et il y a des jumelles là-haut. Mais je dis aux gens qu'il faut passer un test. Il faut marcher sur la poutre d'équilibre pour me montrer que tu n'es pas complètement défoncé et qu'on peut te faire confiance. Mets 5 $ dans la boîte à dons et on pourra le construire 2 étages plus haut. Donc toute personne qui veut faire ça doit le faire. Tu devrais prendre un élan, partir en courant. Je ne vais pas courir parce que je... Continue tout en bas. Je ne veux pas risquer ma chance de grimper à cette tour. Ah oui. Plutôt bien. Je pense que tu peux être à l'envers. D'accord. Donc j'ai réussi le test. Je ne suis pas défoncé, donc je vais grimper. La tour du docteur... Montagne Chocolat, mer de Salton. Amanda et Tim jusqu'au sommet de la tour de l'éveil.
48 marches, docteur. Il m'a dit de compter. Et maintenant, je dois juste redescendre. Oh là là! J'ai compté 48 marches. C'était amusant. Félicitations à toi. Te sens-tu plus éclairé? Je ne sais pas. Suis-je en vie? Connais ton chemin vers l'illumination. N'est-ce pas? Tu sais ce qui se passe quand tu atteins l'illumination? Quoi? Ta conscience s'étend à tout l'univers et tu comprends l'unicité de toute cette terre, de l'existence, tout. Tu comprends simplement. Tu penses que j'y suis déjà? Non. Alors je suis revenue. J'ai dû écourter la dernière visite parce que j'essayais d'arriver à Phoenix avant la nuit, où j'allais retrouver Cody pour faire une pause le temps d'un week-end et passer du temps avec lui. On va tenter un motovlog à Slab City avec ma vieille GoPro. Je voulais revenir et rester plus longtemps ici. Je veux dire, cet endroit est tellement paisible ici et je ne sais pas, c'est juste, je trouve ça vraiment génial. Il y a une bibliothèque. Allons voir la bibliothèque. Contrôle traction désactivé. D'accord, faisons-le. Voici la propriété privée de la bibliothèque. Oh, ça allait loin. Allons voir ça. Bienvenue, c'est trop cool. Oh, wow. Suspense. Oh, wow. C'est assez énorme. Il y a beaucoup de livres ici. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Comment vas-tu? Yo les vélos. Merci. Qu'est-ce qui t'amène ici? La vie? Hein? Oui, je pense que j'aimerais prendre celui-ci. C'est un calanite. Comment ça s'appelle? Calanite. Calanite. Oh. C'est une jolie dalle. La ville est un exemple vivant de ce à quoi pourrait ressembler un monde nouveau et différent. Une ville où les gens placent la liberté au-dessus de tout. Coincée sous son vélo, je suis vraiment désolée. C'est une ville fantôme abandonnée, ou du moins elle l'était jusqu'à ce que cet homme l'achète pour 1 400 000 $. Muni de l'excitation de découvrir notre première ville fantôme, de l'ignorance de ce qui nous attendait et d'une camarade de route qui me faisait confiance à tort, nous partons pour Sarah Gordo, une ville minière fantôme abandonnée. J'ai poursuivi la route avec confiance, pensant que la ville serait au bord de la route, comme tant d'autres villes abandonnées vues durant ce voyage. Ce que je ne savais pas, c'est que la ville se trouvait à plus de 2400 mètres d'altitude. Ce n'était pas une ville juste au bord de la route. Il fallait parcourir des kilomètres de route de terre étroite et escarpée. Et toute personne ayant le vertige est vivement déconseillée de venir. Mon expérience avec des motos comme la mienne sur des routes comme celle-ci se limitait à environ 4 jours. Amanda était beaucoup plus expérimentée, donc je la ralentissais. Elle est partie devant et nous savions que nous nous retrouverions en haut, ou du moins c'est ce que nous pensions. Au fur et à mesure que nous montions, les températures chutaient, la neige s'épaississait, la route devenait de plus en plus difficile. Et dire que des gens faisaient ça à pied avec des mules. Les hivers à Sarah Gordo sont compliqués. Les meilleurs jours, c'est le moment où la ville est la plus belle. Et puis je l'ai vue. Mais les pires jours, les hivers à Cerro Gordo, peuvent être un véritable enfer sur Terre. Amanda était coincée sous sa moto et j'étais la seule personne présente pour soulever cette moto de plus de 500 livres de sur elle. Je n'ai pas pu soulever la moto d'elle. Mais j'ai réussi à la déplacer juste assez pour qu'elle puisse dégager sa jambe de dessous. Je ne savais pas que la route vers Sarah Gordo serait aussi difficile. Amanda gérait ça bien mieux que moi. Je suis contente de te voir sourire et marcher. J'étais vraiment inquiète que... Oh, je vais bien. Regarde, je peux même danser. Oh!
Ce n'était rien. Ce n'était rien. Ce n'était rien. Quoi? J'ai connu bien pire, crois-moi. Tu te moques de moi? Ah non. Et puis, quand j'ai essayé de remonter sur mon vélo, voilà ce qui s'est passé. Je me suis vraiment enfoncée dans le sable, là. Tu montes ou tu veux le pousser jusque là-haut? Je crois que je vais le pousser. D'accord. Je voulais juste un endroit confortable pour m'asseoir. Je pensais qu'il n'y avait aucun moyen que ça puisse empirer, mais je me suis trompée. Comme vous pouvez le constater, il fait très froid ici en ce moment. Et vous savez, vivre dans une ville fantôme est déjà difficile les bons jours, et en hiver, cela peut devenir extrêmement difficile. La boue et la glace devenaient de plus en plus épaisses. Nous étions coincés, nous ne pouvions pas aller plus loin. Ce n'est pas vraiment comme vous l'aviez imaginé. Non. Et pourtant, grâce à la gentillesse qui vient quand quelqu'un vit son rêve, la propriétaire a quand même accepté de nous faire visiter. Bienvenue à Saragordo. Merci. C'est une ville minière déserte. La ville a été fondée dans les années 1800 en 1865 par la compagnie minière qui existait à l'époque. Ils payaient un gardien pour veiller sur l'endroit. Après leur faillite, incapables de le rémunérer, ils lui ont offert toute la ville en échange. Je vis ici à plein temps depuis environ 3 ans maintenant. La propriété fait environ 350 acres et est entourée de terres du Bureau of Land Management, sans voisins proches. Je me suis mis récemment, enfin il y a 3 ans maintenant, à faire de la moto tout-terrain et j'ai vu que vous êtes venu avec des motos plus grosses que ça. Je suis jaloux de voir à quel point vous avez réussi. Je voulais juste un siège confortable. Tu veux échanger? C'est le Général Original, magasin général de la ville. Oh mon Dieu! Oui. Il laissait à la fois le plomb et l'argent pour plusieurs raisons, parce que, premièrement, le processus pour extraire l'argent du plomb est en fait la partie la plus difficile de ce procédé. Donc, il voulait faire ça à San Francisco. Et la deuxième raison, c'est que si ces lingots étaient en argent pur, tous les bandits de l'Ouest voleraient simplement les diligences. En partant d'ici, tout au fond, c'était autrefois une boucherie. Aujourd'hui, c'est plutôt notre musée. On peut aller voir ça. Ce sont des objets trouvés autour de la propriété. Il y a une grande population chinoise ici. Comme c'était une ville minière, donc on a trouvé toutes sortes de vieilles pièces chinoises et des boîtes en étain. Oh, wow! À son apogée, la ville comptait environ 4000 habitants. Ceci est rempli de trésors ou d'artefacts. Je devrais dire des caisses de dynamite que j'ai trouvées. Cela provient des 700 pieds de profondeur de la mine Union. Et si tu te balades dans le désert et aperçois une boîte de tabac clouée sur du bois, il est fort probable que oui. Un vieux papier à l'intérieur pouvait indiquer le propriétaire de la mine. C'était courant à l'époque. À l'origine, c'était un garage de mécaniciens. La pièce principale en faisait partie. Et puis, petit à petit, ils ont ajouté les ailes et ensuite l'ancien propriétaire en a fait ce que c'est devenu. Nous installons le vitrail en mémoire de sa femme qui est décédée et donc nous en faisons une sorte de petite salle de cinéma. Et ils organisent même, en quelque sorte, un concours de films. Vous savez, les gens viennent et tournent quelque chose. Et oui, mais avec un peu de chance, on aura de la neige qui arrive. J'adore la boule à facettes et les vitraux. On a aussi quelques soucis de neige à gérer pour qu'elle reste là. Oh non! On a un problème. Il semble qu'aux portes du bureau d'essai, beaucoup de neige s'est accumulée. On peut voir les congères. Donc en ce moment, on a souvent des visites libres. Les gens laissent parfois la porte ouverte, mais la neige à l'intérieur des bâtiments, ça veut dire de l'humidité à l'intérieur des bâtiments. Chacun était brut. Donc je vais devoir enlever toute cette neige d'ici. Parce qu'à terme, on espère héberger des gens ici pour la nuit. Vous savez, pour que ce soit la destination principale, parce qu'on construit un hôtel juste ici. Avec toute cette neige, nous ne pouvions pas accéder à beaucoup d'autres bâtiments. Wow! Quel est ton bâtiment préféré à Saragordo? Probablement le musée, et puis j'aime bien la maison du Treuil, donc le bâtiment qui abrite le grand puits de mine. Je vais descendre dans cette cage centenaire à 270 mètres sous terre, dans une ancienne mine d'argent. Et je pense que toute l'ambiance dans la cage est passée d'une grande excitation à propos de ce qu'il y a en bas à un sentiment de « oh merde ».
J'espère qu'on pourra remonter. Rien que pour l'histoire du lieu, c'est génial. La photo dans l'épicerie générale ici, d'un des anciens propriétaires à la fin des années 1800 ou 1900, a été prise exactement à cet endroit. Au niveau des 900 pieds, il y a ce panneau noir et blanc qui montre différentes choses sur les niveaux, et il est toujours là. C'était incroyable. Que si il n'y avait pas autant de neige, mais il y aurait de super itinéraires à faire ici. Si tu continues sur notre route principale à 10 km, tu arrives au parc national de la vallée de la mort. Oui. Tu pourrais traverser partout avec ça. Ces bâtiments ici. Ah oui, il y a des petites cabanes, donc tu dois comprendre. À l'origine, il y avait tellement de gens qui vivaient ici que toutes ces vieilles routes que tu vois auraient été bordées de cabanes, de tentes et de maisons. L'hôtel, jusqu'à ce que le sous-sol, très grand, soit enfin terminé. En refaisant la charpente, il y aura de la terre tout autour de tout ça. Heureusement, on a un vieux camion militaire, un 5 tonnes, donc on monte tout avec ça. Je ne sais pas si vous regardez parfois les vidéos de Heavy D. Oh, Heavy D étincelle? Ouais. Oui. Donc il a aidé à couler beaucoup de béton avec ça et tout, donc c'était cool. C'est lui qui nous a donné l'ancien camion militaire de 5 tonnes. On doit partir, Sarah Gordo. On essaie de partir avant que le soleil se couche pour ne pas être ici dans le froid et la neige qui commence à se transformer en glace. Alors, souhaitez-nous bonne chance. Parfois, j'ai l'impression que le vent n'existe que pour nous rappeler que les choses peuvent toujours empirer. Il faisait tellement froid que nos caméras n'ont pas survécu à la descente. Mais Dieu merci, nous, oui. Oh Jésus, alléluia! Jamais, 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 jamais. Bien sûr. Oh là là! Bien sûr. Merci à vous d'être venu. Je suis vraiment désolée pour le dérangement. Ce n'est pas du tout un dérangement. Le pavé n'a jamais été aussi beau. Tu l'as fait. Oh mon Dieu! On s'est bien amusé. N'est-ce pas? Ce terrain de jeu peut devenir une prison quand ces jours sont révolus. Ils te font vraiment apprécier les choses que nous tenons pour acquises. Nous nous tenons à l'entrée d'un bunker de missiles balistiques. À l'époque de leur mise en service, les bases de missiles étaient considérées comme ultra secrètes et leur mission était une priorité absolue, aujourd'hui. De nombreux sites de missiles sont aujourd'hui privés et extrêmement dangereux. Alors nous allons passer la nuit ici. Non, sérieusement. Oh, c'est vraiment flippant. Alors, qu'est-ce que c'est et comment ai-je trouvé un endroit où passer la nuit? Pendant la guerre froide, la menace nucléaire de l'Union soviétique était une réelle préoccupation. Ainsi, dans les années 60, les États-Unis ont construit des bunkers secrets partout dans le pays comme lieu de défense et de refuge potentiel si le pays était devenu un désert nucléaire. Les fusées militaires fonctionnent exactement selon le même principe que celles utilisées lors du 4 juillet. La pression interne, égale dans toutes les directions, force le gaz à quitter la chambre à très grande vitesse. Après la 4e explosion accidentelle en 2 ans, les bunkers ont été désaffectés et abandonnés. Beaucoup ont été laissés à l'abandon, victimes du vandalisme et de la nature, et certains ont été achetés par des civils. En 1999, le spécialiste des missiles Gary Baker a acheté 2 bunkers dans le désert pour 110 000 $. Avec l'aide de sa famille et de ses amis, il a passé 4 ans et dépensé 400 000 $ à rénover l'un d'eux. Gary et sa femme vivent ici, dans l'ancienne salle de contrôle. Ils ont mis sur Airbnb l'ancien logement du cuisinier et la cuisine. Et c'est là que nous passerons la nuit, à 12 mètres sous terre. Très bien, nous sommes enfermés ici pour les prochaines 24 heures. Enfin, pas vraiment. Nous pouvons sortir quand nous voulons. D'accord, rentrons dans notre appartement. Par notre et nous, j'entends toi et moi, c'est là que nous allons rester. Ce soir, autant jeter un œil avant d'aller là où le missile serait placé. Voici notre appartement. Pour la nuit, nous avons une salle de bain, c'est ici que je vais rester, la cuisine.
C'est ici que se trouvait la cuisine d'origine. Dieu merci. Parce que je me demandais, où est-ce que je ne devrais pas aller? Peut-être que j'aurais dû apporter de la nourriture, mais ils laissent tout ça pour les invités. D'accord. Allons là où le missile irait. Donc tous les tuyaux et les escaliers que vous voyez ici sont d'origine. Donc cette porte devait pouvoir résister à une explosion au cas où il y aurait un accident avec le missile. Au missile. La voici! C'est ici que le missile serait placé. Ceci est tombé. Ignorez mes chaussures. J'avais les pieds moites dans mes bottes. Et voilà les portes. Voici une vue de ce à quoi cela ressemble depuis le dessus. Voici le dessus des portes du silo, chacune pesant 75 tonnes. Donc c'est ici que le missile serait placé. Et ces ressorts, vous voyez, n'est-ce pas? Ah, il y a une partie du système d'ascenseur qui maintenait le missile avec des câbles, donc il ne touchait jamais rien. Au cas où il y aurait une attaque nucléaire ou des explosions à la surface, vous ne voulez pas qu'un missile nucléaire cogne contre quoi que ce soit. Donc, du sol jusqu'aux portes, il y a 56 mètres et, à l'intérieur, se trouve une partie du système de ventilation. Maintenant, c'est là que vivent quelques chauves-souris. Ce sont les portes de ce qui était autrefois la trappe de maintenance. C'est triste de voir son état actuel avec tout ce vandalisme, et nous ne pouvons pas aller plus loin. Comme vous le voyez, ici tout s'effondre. Donc il y a du Wi-Fi ici, mon téléphone fonctionne. Ils ont même Netflix, mais voici ce que je veux vraiment regarder. Si vous passez la nuit dans un bunker à missiles, il faut absolument regarder le documentaire sur les bombes atomiques, narré par William Shatner. Quoi? Tu savais qu'au XXe siècle, la bombe H était l'arme ultime? Nous sommes actuellement à 12 mètres sous terre. Et j'ai assez faim, donc je vais manger quelque chose et prendre une douche. Et ensuite regarder mon documentaire sur la bombe atomique dans un bunker à missiles. Quoi? Alors, il fait en fait un peu frais. Ici, pour moi, sans chauffage ni climatisation, la température reste entre 18 et 21 degrés Celsius toute l'année, même quand il fait 43 degrés Celsius dans le désert. Là-haut, il fait chaud, mais ici, il fait toujours frais. Je n'ai pas envie de me lever. Je veux rester dans ce lit douillet et sombre. Ça sent un peu bizarre. 40 pieds sous terre dans un conteneur en acier. D'accord, allons-y. Nous sommes devant le deuxième bunker, sans lumière ni rénovation comme l'autre, donc nous utilisons une lampe frontale. Raoul va m'emmener faire une visite. Ces portes sont ouvertes. Oui. Wow, c'est haut. Est-ce aussi profond que l'autre? 186. C'est pareil ici. Ouais. La même chose, donc on va entrer là-dedans. Ouais. Leslie t'a dit Elder et canon, tu vois. Ouais. On ne sait jamais. Si je tombais là-dessus dans le désert, je ne saurais pas. Je suis prête. Regarde le signal. N'entre pas, Isis. Oh mon Dieu. Oh là là. La porte de 5 tonnes, c'est... Ouais. Ce niveau est le même niveau que... Oh ouais. Mais il est d'origine dans son état d'origine. Waouh. Tout ce tuyau sert à ça. Ce tuyau est pour la batterie. Oui. Et l'autre tuyau est pour la cuisine. Oh, wow. Tu reconnais? On dirait l'endroit où nous étions, non? Mais ça, c'est l'original avec quelques touches locales. Est-ce que Gary a fait ça? Oui. Oui, il l'a fait. Oui. Attends, Gary est aussi un vandale? Oh oui. Regarde, Laurie et Jérémy, vous êtes toujours ensemble. Si vous voyez cette vidéo, commentez ci-dessous. Oui. Oh, c'est vraiment flippant. Oui. Oh, on va continuer, d'accord. Oui, allons-y. D'accord.
Ouais, j'y vais. Allons-y. Je vais rester ici sur le bord. D'accord, je pense que je vais juste t'attendre ici. Ouais. Ouais! Ouais. Tu n'as pas peur de tomber à travers? Oh là là! Oh d'accord, tu sais quoi? Je n'ai pas peur, j'arrive, je suis avec toi. Est-ce que c'est son nid là-bas? Oui, c'est le nid. Waouh, oh là là! Heureusement que je n'ai pas peur du vide. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Tu conduis une moto. Hey! C'est plus dangereux. Oh non, la moto est bien plus sûre que ça. Tu plaisantes? Fastoche? D'accord, d'accord, on est là. Les éclats d'obus peuvent causer de graves dégâts au personnel et aux structures légères. D'accord. Sur l'autre, l'équivalent de ce sur quoi nous pouvons marcher se trouve uniquement ici. Ici, on peut marcher. Nous avons fait le tour et descendu les escaliers. Tu ne vois pas tout ça. Ce bâtiment incroyable. Il y a encore beaucoup plus de choses intactes dans celui-ci. C'est fou comme certaines choses se détériorent si on les laisse tranquilles. De retour à la lumière. Ouais. Merci, Raoul. C'est mon plaisir. Je suis dans le Club Silo. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. J'ai eu un peu peur, mais nous nous en sommes approchés. Et j'ai compris ce que tu voulais dire quand tu disais que tu jouais là-bas. Absolument. Monsieur Gary. Oui, oui. Gary, 1982. Oui, oui. Gary était un délinquant des missiles. Oui. Et maintenant, il possède un missile. Ouais, voilà. Vous pouvez aussi dormir dans ce bunker à missiles. Il est sur Airbnb. Merci beaucoup, Gary et Raoul. 16 fusillades et 26 morts. Poignardés, assassinés, abattus, tués par des Indiens. Je suis ici à Tombstone, en Arizona. Cette ville a été surnommée la ville trop dure pour mourir. Elle a brûlé 2 fois et le nombre de morts ici était si élevé qu'il y avait 3 fois plus de croque-morts que ce dont la ville aurait normalement besoin. Si vous ne mourriez pas ici à cause d'accidents miniers ou d'attaques des Apaches, vous étiez probablement simplement abattu par quelqu'un qui était fâché contre vous pour une raison quelconque. C'est la ville de l'un des premiers groupes du crime organisé. Ils s'appellent les Cowboys et ils portaient une écharpe rouge. Et probablement leur événement le plus célèbre. La fusillade a eu lieu près de l'Hockey Corral, où ils ont tiré. Les gens qui essayaient d'imposer des règles, où il fallait déposer ses armes à l'entrée du saloon, et ça ne leur plaisait pas. J'ignorais avant d'arriver que cette ville est considérée comme l'une des plus hantées des États-Unis. History Channel, Ghost Hunters et d'autres émissions y sont venues pour des phénomènes paranormaux. Alors, une fois que j'ai appris ça en arrivant ici, j'ai décidé de chercher les hôtels les plus hantés de la ville et d'y passer la nuit. Mais d'abord, allons voir quelques-uns des endroits les plus effrayants ici, certains des lieux où le plus de meurtres ont été signalés. Derrière moi se trouve le théâtre Birdcage. C'est le plus ancien bâtiment de Tombstone, avec 16 fusillades et 26 morts, donc il est considéré comme l'un des bâtiments les plus hantés de Tombstone. Alors, entrons à l'intérieur. Le guide vient de dire que ce bâtiment est très actif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fantômes, donc... D'accord, oui, rien d'inquiétant. Il y a eu 16 fusillades, 26 personnes se sont mortes ici. Donc il y a des impacts de balles partout. Je n'ai jamais vu de fantômes, dit ma sœur, car je suis une âme nouvelle. Peut-être que je n'aurai rien à craindre.
c'est juste à l'intérieur du théâtre, tous ces impacts de balles. Donc c'est ici que les gens vont s'asseoir, et là-bas, c'est la scène. C'est une visite autoguidée. Je suis toute seule, tu sais. C'est censé être l'endroit le plus hanté de Tombstone. Apparemment, c'est ici qu'a eu lieu la plus longue partie de poker. Elle a duré environ 8 ans et il fallait 1000 $ rien que pour y entrer. Et il y avait une liste d'attente de 1000 $. Cela équivaut à 30 000 $ selon les standards d'aujourd'hui. Tu dois faire quelque chose ou rester là et saigner. Alors, j'ai cherché sur Google les hôtels les plus hantés de Tombstone et je ai réservé une nuit dans l'un d'eux. Donc, je suis ici au motel Tombstone. Ça ressemble à un motel très ancien et genre, leurs affaires sont aussi très vieilles. C'est l'homme qui va me surveiller ce soir. Gardez un œil sur moi ce soir. Tu peux t'assurer qu'aucune orbe n'essaie de me lancer quelque chose sur la tête ou un truc comme ça? Je viens juste de sortir de la douche et la porte était ouverte. Maintenant, toute la pièce est embuée. Enfin, tu sais quoi? Je veux dire, c'est comme s'il y avait littéralement de la brume dans la chambre. Pas quelque chose de fantomatique, c'est juste que je viens de le remarquer et je me suis dit que j'allais le signaler. Il est 1h30. Je n'arrive pas à m'endormir parce que j'avais trop envie de faire pipi. Mais je ne voulais pas me lever dans le noir, alors j'ai fini par allumer la lumière. Eh bien, c'est la pire nuit que j'ai passée depuis très longtemps. Aucune expérience surnaturelle, juste la peur constante d'en avoir une. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques-uns des endroits les plus effrayants qui restent ici à Tombstone. Certains des endroits célèbres ont été le théâtre de nombreux meurtres et les gens rapportent beaucoup de choses étranges. Alors nous allons aller voir ça aujourd'hui. Je me tiens devant l'auberge Bordello, une auberge qui serait l'un des bâtiments les plus hantés ici. En fait, c'était autrefois un bordel et apparemment un mineur est mort lors d'une bagarre juste derrière la maison. Et il a dit « hanter cet endroit ». J'ai voulu rester ici, mais comme j'ai décidé de passer la nuit en ville à la dernière minute, tout était déjà complet. Mais vu la mauvaise nuit que j'ai passée hier dans un hôtel qui n'est pas considéré comme aussi hanté que celui-ci, mais qui l'est quand même, c'est probablement mieux comme ça. Le cimetière Hill, il s'appelait à l'origine le cimetière Tombstone, mais à cause du grand nombre de morts violentes qui ont amené des gens à être enterrés ici, ils l'ont renommé cimetière Boot Hill. Parce que tant de personnes sont mortes de façon violente, avec leurs bottes encore aux pieds, au lieu de mourir paisiblement dans leur sommeil, je lis la liste des personnes qui sont enterrées ici et comment elles sont mortes. Poignardées, assassinées, assassinées, abattues, abattues, tuées par des Indiens, frappées à l'arrière de la tête, pris en embuscade lors d'une conduite de bétail, bagarre dans un saloon, tuées par balle. Laissez-moi vous dire que je suis contente d'être née à une époque différente de celle-ci, ça c'est sûr. Cowboy Bill King abattu par Bear Albert ou Alvaro. Donc, Cowboy était en fait le nom du groupe de hors-la-loi ici en ville. Ce sont eux qui portaient des ceintures rouges et ils sont l'un des premiers groupes de crimes organisés aux États-Unis. Ceux-ci sont les victimes de la fusillade de l'Hockey Corral. Merci à la chaîne YouTube Toll's Life. Je n'aurais jamais connu cette ville sans leurs excellentes vidéos sur Tombstone. Merci à vous. Si, comme moi, vous êtes millénial et rarement avec du liquide, cela peut poser problème. De nombreux lieux à Tombstone n'acceptent que l'espèce.
Et si vous faites des visites guidées ou assistez à des spectacles, les acteurs et les guides acceptent les pourboires, alors assurez-vous d'avoir un peu de liquide sur vous. Beaucoup de hors-la-loi ont été enterrés ici entre 1878 et 1884 et les habitants disent que dans la boutique de souvenirs, il se passe parfois des choses étranges, comme des articles qui changent de place tout seuls. Ou il semble que des objets soient tombés ou qu'ils disparaissent alors que personne d'autre n'est là. Alors, je leur ai demandé à l'intérieur, comment est-ce légal? Je veux dire, ce n'est pas illégal de tuer quelqu'un, même à l'époque. Pourquoi y avait-il autant de meurtres? Et ils disaient que chaque fois qu'une mine est découverte, des milliers de personnes affluent simplement dans une région. Et il n'y a aucune infrastructure. Donc, c'est pratiquement chacun pour soi. Et ensuite, ils construisent l'infrastructure alors que les gens sont déjà sur place. Et finalement, ils ont engagé Wyatt Earp pour aider à ramener l'ordre dans la ville. Mais il a fini par devenir un hors-la-loi, disent les gens, causant presque autant de problèmes que les bandits, se battant en duel avec eux juste devant le hockey choral où nous allons ensuite. Et finalement, il a fini par devenir lui-même un hors-la-loi. Je ne sais pas, on dirait que cette ville a été maudite à un moment donné. Au milieu du désert du Nevada, niché parmi les arbres de Josué, se trouve la base gouvernementale la plus secrète du pays. Tout autour du périmètre, il y a des panneaux d'avertissement indiquant que franchir la frontière suffit pour vous envoyer en prison. Si vous croyez ne pas être surveillé, vous vous trompez. À l'une des portes, un camion blanc est stationné en permanence au sommet d'une colline avec un tireur d'élite à l'intérieur, autorisé à vous tirer dessus à vue si vous franchissez cette frontière. À cette porte, il y a des caméras tout le long qui nous suivent pendant que nous marchons. Il y a des dispositifs de surveillance. Ils peuvent entendre tout ce que nous disons. Ils ont des systèmes de surveillance dans le désert. Donc, ils savent que vous arrivez à des kilomètres de distance. Et ils savent même combien vous pesez bien avant que vous n'atteigniez le périmètre. Les routes pour arriver ici font plus de 15 miles de terre, sans service cellulaire et sans patrouille autoroutière. Je suis venue ici hier pour une visite. J'ai mis une épingle sur Google Maps, mais elle ne s'est pas enregistrée, ça ne marche plus. Comme je l'ai dit, cette base est incroyablement secrète. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer comment nous sommes arrivés ici à cause des choses étranges. Je viens de l'expliquer. Je n'irai pas seule. Je serai accompagnée d'une autre YouTubeuse. Essayez avec Tim. Nous sommes maintenant au début de l'autoroute extraterrestre, là où tout commence. On entend déjà des trucs fous ici, dans des avions de chasse, ou peu importe ce que c'est, et on n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est plutôt cool. Plus on s'approchait de la zone 51, plus des choses étranges commençaient à se produire. Par exemple, les images de ma GoPro, toutes les vidéos se figeaient sans arrêt. Regarde ça, tu as mis ta béquille directement sur un caillou. Marlene? Je ne l'ai pas fait. Nous sommes maintenant devant la célèbre boîte aux lettres noires, l'un des points de repère pour entrer dans la zone 51 parce qu'on ne peut pas vraiment mettre la zone 51 sur Google Maps. Et même si vous placez un repère lorsque vous êtes à la porte pour le sauvegarder, ça ne fonctionne plus. J'ai essayé. Que devrais-je écrire aux extraterrestres? Je pense à quelque chose comme « Je veux croire ». Je pense que c'est entre toi et les extraterrestres. J'ai déjà rédigé et déposé ma lettre hier lors de ma visite. La boîte aux lettres noires, une grande boîte aux lettres posée au hasard dans le désert. Personne ne connaît ses origines, personne ne sait comment elle est arrivée ici. Et c'est pour ça que les gens pensent que c'est la boîte aux lettres des extraterrestres. L'original a en fait été volé à environ 6 mètres d'ici, ou un peu plus, donc celle-ci est un remplacement. Oh, et regarde, elle est même enchaînée au sol. Je sais pas trop comment ça marche, mais je vais te montrer les vestiges de l'original. Quelqu'un est venu avec une torche et l'a volée. C'est impoli. Quelqu'un a la boîte aux lettres juste comme décoration dans son salon. La boîte aux lettres originale juste là. Hey Doodle, tu as faim? Non. Tu en as? Tu as des haricots rouges? Si tu en as? Et... C'est pour l'extraterrestre. Une sucette?
Repose ça, ce n'est pas à toi, c'est pour les Asgard. C'est pour et... Je pense que j'en ai besoin. Je crois que ma note y est encore. Je crois que je la vois. Je vais juste la laisser. La voilà, tu l'as. Viens voir. Ce sont peut-être les numéros gagnants du loto. Tiens, voilà. D'accord, allons prendre un burger extraterrestre. Parce que, au cas où on serait retenu et qu'on ne pourrait pas manger pendant genre 18 heures, je n'ai aucune idée de ce que c'est, franchement. Alors, on vient de prendre à manger au Little Ale in Café, tu sais, juste au cas où on se ferait enlever et qu'on n'aurait rien à manger. Pour les 18 prochaines heures, c'est peut-être notre dernier repas avant d'aller dans un autre univers. Et quelque chose de vraiment étrange s'est produit quand nous sommes arrivés ici. Donc, nous regardions ce nuage de poussière qui d'ailleurs ne bougeait pas malgré ce vent. Et puis, il y avait un avion, je te jure, j'ai enregistré cet avion, je te jure que je l'ai fait, et il a tout simplement disparu. Il n'est plus sur mon téléphone, et j'ai entendu quelqu'un dire lors d'une visite que c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Ils ont photographié un avion étrange et cool vu ici. Et quand ils sont rentrés à Las Vegas, parmi toutes les photos qu'ils avaient prises ce jour-là, cette photo-là avait disparu. Je te jure, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Tim, je ne pense pas que Tim me croit. Je te crois. Oui, je te crois. J'ai l'impression de t'avoir vu enregistrer ici, donc ça ne m'étonne pas. Ouais. D'accord. Tu vois. On en sera sûr après avoir vérifié les images de ma GoPro. Si elles ont disparu, c'est vraiment étrange. Je croyais avoir mis la béquille. Je pourrais peut-être la relever toute seule. Oh là là, c'est tellement embarrassant. Je te jure, je pensais avoir mis la béquille. Merci. D'accord, oui, mets bien la béquille. Très bien. Employé? C'est fait. Nous sommes là. Porte principale, zone 51. Contente de voir que nous ne sommes pas seuls à la zone 51. Ah oui? Bonjour. Il y a quoi? Il y a Triple. C'est quoi ça? C'est un buisson qui va sauter avec un AR à 15 et dire « Qu'est-ce que tu fous ?» Tu es sérieuse? Les mains, lève les mains. Lève tes putains de mains, je ne vais pas te le répéter. Retourne-toi. Ils ne le cachent même pas. Il y a des trépieds avec des caméras et des dispositifs d'écoute là-haut. Ils le font savoir. T'es dans leur périmètre, tu t'approches trop près. Honnêtement, je n'avais jamais pensé aux extraterrestres, sauf dans Star Trek avant de venir ici. Je me dis maintenant, c'est réel. Et je parlais avec Tim plus tôt aujourd'hui. Tim, as-tu déjà pensé aux extraterrestres? As-tu déjà vu un objet volant non identifié ou ça t'est déjà arrivé d'en entendre parler? J'ai toujours été fasciné par les extraterrestres et la vie hors Terre. Et je dirais que récemment, j'ai l'impression d'avoir vu quelques objets volants non identifiés. J'apprenais à mon père à piloter un drone, puis on l'a fait décoller. Et puis, alors qu'il était là-haut, on a regardé et on a vu, genre, probablement une douzaine de petits objets. Au début, j'ai cru que c'était des ballons métalliques, là, parce qu'ils brillaient, ils scintillaient un peu. Mais ensuite, j'ai vu qu'ils commençaient à former des figures. Et ouais, ils ont fait une formation en triangle. Ils volaient à l'unisson, puis ils ont simplement disparu. Ça a l'air cool. Donc, même depuis la porte, je ne vois aucun bâtiment, juste plus de désert et de montagnes. Donc, tout cela pourrait être une ruse pour cacher le vrai emplacement. Je me serais considérée comme assez neutre en ce qui concerne le patriotisme par rapport aux autres jusqu'à ce que je vienne ici. Le fait qu'on nous permette de venir ici, même si ce n'est que jusqu'à la porte,
et que Bob Lazar est toujours en vie et qu'il était justement invité dans un podcast de Joe Rogan il y a quelques années. C'est quand même assez incroyable. Je suis vraiment content de vivre dans un pays qui ne tue pas les gens pour avoir parlé et qui permet à quelques YouTubers de venir jusqu'à cette porte. Même, je veux dire, il y a peut-être rien ici, je ne sais pas, mais le fait qu'on ait le droit d'être ici, c'est quand même super. Enfin, dans une certaine mesure. Je vais passer les prochaines 24 heures à la plus grande station-service du monde. Il y a 120 pompes à essence, 1000 places de parking, 83 toilettes et 80 distributeurs de boissons. Je suis sur le chemin du retour chez moi lors de mon voyage à travers le pays et je devais absolument découvrir le monde de Disney des stations-service. Sur leur site, ils appellent cela des centres de voyage, pas des stations-service. C'est la première fois pour notre famille. Chez Buc-ee's. Tu pourrais amener le plus grand groupe ici. Je veux dire, regarde toutes ces pompes. 24 heures, c'est long. Alors j'ai une liste de choses que je veux faire. Prendre de l'essence, faire un contrôle de base sur mon vélo, utiliser leurs toilettes primées. Il y a toujours quelqu'un ici qui nettoie. 24 heures sur 24. Je prends tous mes repas ici. Lors de ce voyage, j'ai déjà passé 24 heures en ville. Trop dur pour mourir une base de missiles souterraine et j'ai survécu à la route vers une ville fantôme. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de se faire peur. Il s'agit de se faire plaisir. Fais-toi plaisir. Je vois déjà un problème avec ce défi de 24 heures. Il n'y a nulle part où s'asseoir, pas de table ni de chaise à l'intérieur, pas de banc à l'extérieur. Je suis sûre que c'était intentionnel. Ils ne veulent pas qu'on reste, ils veulent juste qu'on entre et qu'on sorte. J'espérais un peu pouvoir travailler sur mon ordinateur portable, mais bon, c'est agréable de s'asseoir dehors par terre. Non, je suis sérieuse. La poitrine de bœuf la plus célèbre du monde, juste ici. Excusez-moi. 3 semaines de congé payés dès la première année, c'est beaucoup plus que tout ce que j'ai eu dans un emploi de bureau. Heureusement que j'ai quitté mon travail pour devenir YouTubeuse. Donc, je n'ai pas appelé Buc-ee's le Disney World des stations service juste parce qu'ils ont un petit rongeur mignon et tout. Apparemment, ils aiment beaucoup poursuivre en justice. Ils ont poursuivi une entreprise pour avoir utilisé un castor dans un cercle jaune comme logo, puis une autre avec un alligator coiffé d'un chapeau de cow-boy dans un cercle jaune. Je trouve cela exagéré, mais ils ont gagné. Et puis, il y avait un autre magasin de proximité dans le Nebraska appelé Buc-ee's, donc écrit un peu différemment. Pas d'écureuil. C'est du bœuf séché. Alors, ils ont simplement accepté de ne pas s'étendre là où l'autre existait déjà. Il y avait une autre supérette au Texas appelée Chicks. Mais ils ont eu un procès parce qu'ils avaient simplement une disposition similaire et l'idée d'être genre méga. Il y en avait une autre. Un autre procès a été intenté contre un employé pour avoir violé un accord de rétention, ce qui est en quelque sorte un moyen d'empêcher quelqu'un de démissionner. Je ne connais pas tous les détails, mais je sais qu'ils n'ont pas gagné ce procès. C'est gênant. Ils sont juste différents, je crois. Entreprise privée, sans investisseurs ni conseil d'administration, toujours détenue par ses 2 fondateurs. Donc ils peuvent à peu près faire ce qu'ils veulent. Il y a quand même des trucs sympas. Comme pour tous les postes débutants, ils sont plutôt bien payés et ils ont en fait des avantages dès le départ, ce qui est très rare. Nous sommes mercredi, il est 7 heures. Cet endroit est très animé. J'essaie d'aller à différentes caisses parce que je commence à avoir honte vis-à-vis des employés. Ils remarquent que je reste ici si longtemps, mais je commence à être reconnue.
Personne ne semble trouver ça bizarre, mais ce que les gens semblent trouver étrange, ce sont mes pantalons. Au moins 2 personnes m'ont demandé si j'allais skier. J'imagine que les gens ne reconnaissent pas les pantalons à des baies. C'est l'heure du dîner, il est 7 heures. Maintenant. C'est un hot dog enroulé dans une tortilla. La saucisse, c'est bon. C'est bien meilleur que le sandwich au brisket. À partir de cette année, ce ne sera plus le plus grand Buc-ee's. Ils en construisent un encore plus grand, à environ 30 ou 40 minutes à l'est d'ici. Donc, sur le chemin du retour demain, je vais m'arrêter là-bas, prendre le petit déjeuner qu'ils commencent à servir dès 4 heures du matin. Je ne vais pas y aller aussitôt. Tu ne t'attendais vraiment pas à trouver des fruits chez Buc-ee? En fait, je m'y attendais vraiment. Je suis tellement heureuse en ce moment. Apparemment, tu ne peux pas passer la nuit chez Buc-ee, alors n'apporte pas ta caravane ou ton camping-car ici, et les poids lourds ne sont pas autorisés non plus. N'essaie pas de t'en tirer. Un policier patrouille sur le parking. Je vais voir si je peux prendre une chambre à l'hôtel juste en face. Face à Buc-ee? D'accord. Le soleil s'est couché. Je pense qu'on devrait en rester là pour ce soir et on reviendra ici demain matin pour le petit déjeuner et pour découvrir les autres Buc-ee. Celui-là sera encore plus grand que celui qui est en train d'être construit en ce moment, prêt à sortir cette année. C'est vrai. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Buc-ee. Qu'est-ce que ma vie est devenue? Et maman, si tu regardes ça, je sais que je viens juste de t'avoir au téléphone et de te le dire. Je ne roule pas la nuit, mais mon hôtel est littéralement juste en face de la rue. Ce que je ne savais pas, c'est qu'une tempête arrivait et que cette tempête venait d'une tornade que j'allais devoir éviter sur le chemin du retour lors de ce voyage à travers le pays que vous verrez dans une autre vidéo. Cette tempête qui était censée arriver hier est arrivée la nuit dernière. Elle était tellement bruyante qu'elle m'a empêché de dormir toute la nuit. Je me suis réveillée 2 heures après mon réveil. Je voulais vraiment prendre le petit déjeuner ici et heureusement, c'est encore possible jusqu'à 11 heures. Il est 10h40 du matin. Je ne me suis pas réveillée aussi tard depuis je ne sais même plus combien de temps. Je pense qu'on pourra quand même prendre le petit déjeuner. Jeudi à 10h40 et cet endroit est bondé. J'ai eu mon petit déjeuner. Je n'ai pas pu finir ça. Nelly vient à la rescousse. C'est ici que nous l'avons trouvé. Bientôt le plus grand du monde. Il sera toujours ici à Luling, Texas. Vous avez déjà le plus grand Buc-ee's. Pourquoi vouloir l'agrandir davantage? Pourquoi tout doit-il être grand au Texas? Il est déjà midi, donc même si je n'ai pris mon petit déjeuner qu'il y a moins d'1 heure, autant déjeuner puisque je suis ici. Aller aux toilettes, puis continuer le trajet jusqu'à la maison. Puisqu'il n'y a vraiment nulle part où s'asseoir et que s'asseoir dehors par terre comme hier, ce n'est pas idéal. En ce moment, il ne semble pas qu'il y ait assez à manger ici, donc je vais juste manger ici. Le long des produits dérivés. Ceci, c'est le club fondant. Voyons ce que c'est. J'espère que ce n'est pas épicé. Je vois des flocons rouges. « 7,5. C'est épicé. J'ai besoin d'eau. J'ai pris une pause. J'ai mangé une demi-banane. Bon tigre. Je ne comprends tout simplement pas comment c'est toujours aussi plein. C'est faux. Bien qu'il y ait beaucoup de voitures aux pompes à essence sans personne dedans, bon, ça suffit le temps passé à la station-service. Rentrons à la maison.
Ouh, j'ai les doigts tout froids. C'est vraiment un trou de hobbit, je suis sérieuse. C'est sous terre, en plein milieu de la forêt. Il y a aussi des animaux de la ferme, des sentiers, un étang et de grands espaces ouverts dont je vais profiter pendant que je suis ici. Je pars à l'aventure. Si tu te demandes comment j'ai trouvé un vrai trou de hobbit aux États-Unis alors que la vraie comté est clairement en Nouvelle-Zélande, je vais t'expliquer. Sur le chemin du retour, pendant mon voyage à travers le pays, je cherchais des Airbnb uniques sur la route et j'ai trouvé celui-ci juste à l'extérieur de Nashville, dans le Tennessee. Des sentiers, une grange, un foyer et la possibilité de dormir dans une colline d'herbe verte étaient disponibles. C'est exactement comme un trou de hobbit et je vais passer la nuit ici tout de suite avant de vous montrer à quoi ressemble un trou de hobbit de l'intérieur. Nous allons nous promener dans ce comté du Tennessee. Alors aujourd'hui, nous sommes ici. Nous allons le faire. Nous devons marcher uniquement sur la ligne noire en pointillé. Faisons le tour ici. Voir la cabane de lune de miel, monter voir le fort de jeu, descendre à la grange et à l'étang, puis revenir par là. Je vois des toits rouges, ça doit être les maisons des autres. Et ici, oh, ça doit être la cabane de lune de miel. Donc, John Ronald Reuel Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien a eu une vie plutôt triste. Peut-être qu'il ne le pensait pas, mais ses deux parents sont décédés. Son père est mort quand il était très jeune, puis sa mère a élevé lui et son frère seuls pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle meure elle aussi. Oh, attends, je suis sur le point de traverser une allée, attends. Voilà, je suis de retour sur le bon chemin. Ce serait correct en moto tout-terrain, mais certains passages étaient glissants. Je suis donc contente de ne pas être sur ma moto de route ici. Donc, Tolkien et son frère ont essentiellement été élevés par le prêtre catholique. Je ne sais pas à quoi ressemble cette situation, mais apparemment elle est représentée dans un film ou une série et le chef O'Brien joue le rôle du prêtre, donc je trouve ça plutôt cool. Il a rencontré sa femme très jeune, tellement jeune que son prêtre lui a interdit de la voir. Parce qu'elle n'était pas catholique, alors quand il a eu 21 ans, il lui a demandé sa main et elle s'est convertie au catholicisme. Apparemment, elle a été sa muse pour les femmes elfes. Il y a donc cette histoire d'amour entre Lúthien et Beren. Lúthien, cette magnifique femme elfe aux cheveux noirs, et Beren, ce simple mortel. Et apparemment, John Ronald Reuel Tolkien voyait sa femme comme cette femme mystique et fantastique. Apparemment, elle dansait et chantait pour lui dans les bois, et c'est de là qu'il a eu cette idée. J'aimerais voir à quoi ça ressemble, car je n'ai jamais dansé ni chanté pour Cody. Pas d'une manière qui inspirerait qui que ce soit à inventer une histoire d'elfe sur moi, en tout cas. Mais quand elle est décédée, il a fait graver Lúthien sur sa pierre tombale. Je n'arrête pas de marcher dans des toiles d'araignée. Quand il est décédé, 2 ans plus tard, il a fait inscrire Baron sur sa pierre tombale. Je ne sais pas si je prononce bien ces noms. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, je ne suis pas une vraie fan du Seigneur des Anneaux. Je fais ça pour vous, pensant que ça vous plairait. Je suis plutôt une femme Star Trek. Je sais que je vais en offenser beaucoup ici. Je ne peux pas. Atteindre la grange. Je n'ai pas été souvent en contact avec des chevaux et je ne savais pas si j'avais le droit de les caresser, mais j'en avais vraiment envie.
Alors j'ai décidé que je devrais revenir à la grange avant de partir, quand l'hôte serait là, pour savoir quels chevaux je pouvais caresser et lesquels je ne pouvais pas. Donc il y a des sections où c'est vraiment compact et d'autres où c'est beaucoup plus accidenté. Je pense que ça aurait probablement été bon avec mon vélo. Il y avait 75% de chance. Au moins, je sais que je peux le relever. Maintenant que j'y suis, j'en suis à environ 2/3 de mon défi de 100 levées de moto par jour. Donc en fait, je ne suis pas vraiment en train de faire mon voyage à travers le pays en ce moment, même si je mets cette vidéo dans la série de 12 vidéos sur la traversée du pays. Celle-ci est le plus grand musée du monde. Ce sont 2 endroits qui étaient assez proches de chez moi. J'avais déjà 2 semaines de retard sur mon voyage et j'étais tellement fatiguée que je me suis dit, tu sais quoi, laisse-moi juste rentrer chez moi. Après être restée chez moi 1 mois ou 2, je reviendrai faire les 2 vidéos que je voulais vraiment. Je suis allée chez le coiffeur après. J'étais déjà rentrée chez moi depuis 1 mois et je suis ici. Mais en fait, ça fait déjà 2 mois que je suis rentrée chez moi. Donc, si tu te demandes pourquoi mon pantalon ou mon casque de vélo semble différent, c'est pour ça, parce que je suis rentrée chez moi et je les ai récupérés. Eh bien, ces gens vivent bien, non? Ils ont une grange, toutes ces petites cabanes, des sentiers de randonnée, des pistes pour rouler, un 4x4. Je veux quelque chose comme ça. J'en ai vraiment très envie, d'accord? Je connais cette entrée. Et puis par là, vers le trou de Hobbit. D'accord, maintenant que j'ai un peu plus marché ici, je pense que ce que je vais faire, c'est ramener mon vélo sur certains de ces sentiers de terre plus clairs et je vais retourner à la grange. On dirait que je peux faire demi-tour assez facilement. Tu vois, cette petite boucle juste là, c'était un demi-tour assez facile. Donc, je vais retourner à la grange avant de partir en moto pour un petit peu de tout-terrain et ensuite on rentrera à la maison. C'est notre porte. Je suis ici depuis presque 5 heures. J'ai éteint la clim il y a longtemps parce qu'il faisait trop froid quand je suis entrée ici. Et il fait encore vraiment frais à l'intérieur, ce qui est fou parce qu'il fait environ 32 degrés dehors. Mais ici, ça reste très frais. C'est en partie sous terre. Avant de vous faire visiter l'intérieur du trou de Hobbit, j'avais juste une chose très importante à faire. Et le petit déjeuner? On l'a déjà pris. On en a déjà eu un? Oui, mais qu'en est-il du 2e petit déjeuner? D'accord, j'ai changé d'avis. Nous avons 2 heures pour partir et il fait un peu plus frais et il y a un peu moins d'insectes ce matin qu'hier soir. Alors, je veux essayer de faire des s'mores. Je n'ai jamais allumé de feu toute seule, donc on va voir comment ça se passe. J'ai vu une vidéo sur YouTube et j'ai un briquet. Je suis presque une pro, non? C'est plutôt sympa. Ils ont du bois de chauffage pour toi ici. Je me demande combien de critiques je vais recevoir dans la section des commentaires pour ça. Mon feu? Tout aussi bon. Ça sent la guimauve. Ici, il y a en fait une alerte de chaleur excessive à l'extérieur. Donc ça semble être le bon moment pour faire une visite à l'intérieur. Là où il fait frais et agréable. Voici donc tout le trou de Hobbit. C'est essentiellement comme un studio, un peu plus de 30 mètres carrés. C'est un lit queen size. Ce n'est pas à la taille d'un Hobbit. Je suppose que la porte est assez basse. Je fais 1,62 m et elle m'arrive juste ici. Voici la photo de la propriétaire qui mesure 1,428 m. Ici, c'est assez spacieux, même si c'est un trou de Hobbit. Un frigo taille Hobbit, les assiettes et les tasses. Je viens de faire une quiche Lorraine que j'ai achetée chez Kroger. Il n'y a pas de Wi-Fi ici et pas de télé. Mais il y a des livres et des jeux. Oh, des crayons de couleur, Jenga, Le Seigneur des Anneaux, un jeu d'aventure en terre du milieu,
Le génie derrière la Terre du Milieu, édition spéciale, Les mondes de Tolkien, un livre de coloriage. Ah, c'est pour ça les crayons de couleur. Voyons si quelqu'un a déjà colorié dedans. Beau travail, Jacqueline. Je ne pense pas que c'était Le Seigneur des Anneaux. C'est le seul livre du Seigneur des Anneaux que je pourrais lire en entier. Évidemment, celui qui est écrit pour un enfant. Carte de la Terre du Milieu de Tolkien. Bon, j'ai accroché mon équipement pour l'aérer. Il fait tellement chaud dehors. Je n'ai pas envie d'y retourner. Cet insecte, je l'ai trouvé. Je viens de laisser entrer la mouche la plus énorme qui soit. On dirait un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial. Si seulement tu pouvais rester immobile, c'est flippant. Je vais te montrer où sont les toilettes. Voici la salle de bain. Regarde cette jolie douche en pierre. Regarde ce lavabo. Il est trop mignon. J'adore ce miroir. Je suppose que c'est le chauffe-eau, je ne sais pas. Ils ont dit que si je manquais d'eau, je devais les appeler, mais je me disais, je ne peux pas vous appeler en fait. Donc j'ai déjà pris une douche et heureusement, je n'ai pas manqué d'eau chaude. Je n'arrive pas à échapper à ces insectes. J'essaie d'ouvrir cette porte aussi vite que possible et ils continuent d'entrer. Ils continuent de m'entourer. Oh, ce n'était que ma chemise. D'accord, ce n'est pas trop mal. Voilà, ça sera beaucoup plus facile plus tard. Bon, direction les chevaux, mode tout-terrain, contrôle de traction désactivé. C'est parti. D'accord, je crois qu'il y a une descente ici, ce qui m'inquiète un peu, mais tout ira bien. D'accord, c'était tout à fait correct, pas si mal. Tout est dans ta tête. Est-ce que je te parle à toi ou à moi? Je ne suis pas sûre. Tu sais si j'ai le droit de caresser les chevaux? Tu sais si j'ai le droit de te caresser? Très bien alors, garde tes secrets. Salut. Es-tu Katie? Oui. Oh, parfait. Est-ce que j'ai le droit de caresser les chevaux? Oh oui. D'accord. N'y va juste pas avec eux. D'accord. Sinon, oui. D'accord. Je me suis bien amusée, merci. C'est magnifique ici. Merci. C'est incroyable. Oui, donc celui-ci, c'est Mamé. D'accord. Elle est adorable. Bonjour madame, puis-je te caresser? Peut-être devrais-tu sentir ma main d'abord. Oui, il suffit de la laisser faire avec nous. Demande la permission. Oui, et ensuite vas-y. Juste sur le nez. Oui, n'importe où. N'importe où, salut? Je pense qu'elle fait 23 mains et c'est la mesure d'un cheval. Je ne sais pas pourquoi. Oh, mais elle en fait une, elle est grande. Mais ensuite, Oh mon Dieu. C'est la plus jeune. Oh mon Dieu. Et la plus petite. Salut Cookie. Et la plus intelligente. Voici Maggie. Salut Maggie. Maggie est notre vieille fille. Elle a dit non. Voici Chef. Chef, qu'est-ce que tu as dans la bouche? Tu as quelque chose dans la bouche? Tu le gardes pour plus tard? Je me suis trop avancée. Ah. Est-ce que c'était bien? Wow. Une trajectoire de destruction à travers le Midwest aujourd'hui. Des phénomènes météorologiques violents frappent le centre et le sud du pays. Cette clôture est à moitié dans l'eau. Si vous suivez cette trajectoire, rejoignez vite un lieu sûr. Nous rentrons à la maison. Par nous, je veux dire toi, moi et le gros bouton sur mon front.
Il ne nous reste plus qu'environ 1000 miles à parcourir. Ça devrait prendre seulement quelques jours. Il y a actuellement une tornade dans le Missouri, donc j'ai déplacé mon itinéraire vers le sud pour essayer de m'en éloigner un peu, mais il semble que je vais quand même avoir les orages qui en viennent, et ça a déjà commencé. La nuit dernière m'a tenu éveillée toute la nuit. Le tonnerre, il se peut qu'il descende encore plus au sud, alors j'espère qu'il ne va pas se rapprocher de moi, parce que je n'ai vraiment nulle part où aller à part l'océan. Oups, c'est la première fois que je suis sous la pluie. Je suis sûre que ce ne sera pas la dernière. Souhaite-moi bonne chance. Allez, retour sous la pluie. À l'instant, j'ai croisé des amis en route. D'accord, donc ce petit point, c'est là où je suis. Et ça, c'est la pluie. Donc on dirait qu'en changeant mon itinéraire, il allait à l'origine passer juste à travers ça. Et je viens juste de le décaler vers le bas. On dirait que je pourrais continuer à l'éviter. Enfin, peu importe. Donc, si tu te demandes pourquoi je roule sous une pluie battante et que j'essaie d'éviter une tornade au lieu de rester tranquillement à la maison comme une gentille petite fille, je vais t'expliquer. Il y a 5 semaines, j'ai commencé mon premier voyage à travers le pays, d'est en ouest. J'ai traversé le pays en 7 jours pour assister à une formation spécialisée avec la célèbre pilote du trophée GS Jocelyn Snow. Je suis maintenant sur le chemin du retour à Atlanta et je prends environ 1 mois pour y arriver, car je me suis arrêtée dans plein d'endroits uniques, comme la ville sans loi et une ville minière fantôme abandonnée. Si tu te promènes dans le désert et que tu vois une boîte de tabac clouée sur du bois, il peut y avoir un vieux papier dedans. Cela indique à qui appartenait la mine autrefois. Et à peu près tout ce qui a attiré mon attention, je mettrai le lien vers la série de 12 vidéos dans la playlist ci-dessous. Sur le chemin, les problèmes étaient les tempêtes de poussière. Des vents si puissants qu'ils faisaient tomber des semi-remorques et des tempêtes de neige pour la première fois en Californie depuis des décennies. Et maintenant, en repassant par le centre des États-Unis, c'est comme un mur d'obstacles, comme un test pour voir si tu es digne de franchir la ligne d'arrivée. Ça m'a mise à l'épreuve avec des tempêtes de poussière à l'aller, et cette fois, c'était avec des tornades. Il y a en fait une raison scientifique à cela au centre des États-Unis, et c'est quelque chose à savoir si jamais tu traverses le pays. La Tornado Alley existe à la confluence de 3 systèmes météorologiques géographiques. Du nord arrive un front d'air froid et sec du Canada, du sud-ouest souffle un courant d'air chaud et sec du désert de Mojave et du sud-est vient une forte dose d'air chaud et humide du golfe du Mexique. Lorsque ces 3 éléments se combinent, ils créent exactement les conditions dont une tornade a besoin. Aucune autre région au monde ne réunit aussi clairement les 3 ingrédients nécessaires à la formation de tornades que les États-Unis. Et maintenant, où en étions-nous? Ah oui, juste ici. Normalement, je ne m'arrête pas juste à cause de la pluie. Mais là, je ne voyais rien. Littéralement, je ne voyais même pas les phares des voitures devant moi. Et je ne sais pas si c'est juste la pluie ou si ma visière s'embue, parce que ce casque Dual Car n'a pas de pin lock. Il ne peut pas en avoir. Donc, il s'embue sous la pluie. J'ai enlevé la visière parce que j'allais faire de l'autoroute, mais je ne recommande vraiment pas ce XD4 qu'utilise Itchy Boots si vous faites beaucoup d'autoroute. J'aurais dû prendre mon Corsair X. Mes 2 gants sont remplis d'eau. Si vous suivez ce chemin, atteignez vite un lieu sûr. On dirait que je traverse juste quelques averses éparses, mais en réalité, ce que je traverse, aussi fou que cela puisse paraître, c'est en fait le moins intense. Donc, je pense que je vais continuer, mais je ne pense pas aller très loin. J'espérais arriver au Barber Motorsports. C'est le plus grand musée de motos au monde. Je voulais y faire une vidéo. Ils sont fermés le dimanche et je ne suis pas sûre d'y arriver samedi maintenant. Je vais juste continuer et alterner entre m'arrêter si ça devient vraiment mauvais, puis repartir. Bon, c'est probablement aussi dégagé que ça va l'être pendant un moment, alors allons-y. Oh non, j'utilisais ça comme une poche pour mon fudge et c'est plein d'eau là-dedans. Burk, c'est le brownie. Non, pauvre brownie. La moto est toute chargée.
On a une belle fenêtre sans pluie et juste un ciel couvert. C'est le moment idéal pour partir avec tout mon équipement. Ce que je portais hier est encore un peu humide. Une des choses, parmi tant d'autres, dont je suis tombée à court pendant ce voyage, ce sont les pièces de monnaie. Et la machine à laver et le sèche-linge ici ne fonctionnent qu'avec des pièces. Donc, je n'ai pas pu sécher mes affaires. Je les ai juste laissées sur la climatisation. Ça ne l'a pas assez séché, mais ce n'est pas trempé non plus. C'est juste un peu humide, donc j'espère que ce soir ou aujourd'hui, j'aurai plus de chance. On dirait que non. On est seulement à environ 740 miles de la maison, donc je suis prête à retrouver mon lit, mon chien, mon Cody, ma nourriture, et ça n'arrêtait pas de s'embuer hier, même quand je l'ai laissée entrouverte. Eh bien, certaines personnes recommandent du dentifrice. Donc j'ai essayé ça aujourd'hui, on va voir si ça marche. Donc, je roule sur cette route et je regarde autour de moi. Je vois toute cette eau juste au bord de la route. Je me dis, wow, c'est vraiment détrempé par ici. Et puis, je vois des maisons qui ont l'air d'être entourées d'eau. Je me dis, tiens. Et puis, je me dis que je ne pense pas que ce soit intentionnel. Je pense que c'est à cause d'une inondation. La clôture est à moitié dans l'eau. Bon, je me suis encore arrêtée. Il devient vraiment difficile de voir. Je suis vraiment proche de la maison. Je suis à même pas 3 heures d'ici. Je suis à un peu moins de 100 miles de la maison et je suis allée à un hôtel. L'eau avait juste traversé ma combinaison de pluie. Mes couches de vêtements sous la veste de pluie étaient mouillées. Je me suis arrêtée à une aire de repos pour essayer de changer certains de mes hauts, mais l'un des pulls était encore humide. J'essayais juste de me réchauffer, et après avoir attendu la 40 minutes, j'avais toujours froid aux pieds. La circulation empirait, ça devait prendre 1h30 pour rentrer chez moi, mais ça indiquait 2 heures, puis finalement 2h30, et il faisait toujours aussi froid et j'étais mouillée. C'est là que j'ai décidé de trouver un hôtel, donc je vais quitter l'hôtel pour rentrer chez moi demain matin. Ah alors, j'ai compris pourquoi mes pieds n'arrivaient pas à se réchauffer, même après avoir attendu 40 minutes au Georgia Center hier. Mes bottes sont un peu humides et elles le sont encore ce matin, donc j'ai pris des petits sacs en plastique. Si j'avais mes chaussettes freeze out, ça suffirait probablement, mais je les ai laissées à la maison. Mais je suis presque chez moi, il me reste moins de 100 miles à parcourir. Aujourd'hui, tout est au vert. Au lieu de 2h30, le système de positionnement global indique 1h20. La tornade au nord est pratiquement terminée, mais il y avait encore beaucoup d'orages, sans parler du front froid en Géorgie. Le printemps est arrivé, reparti, et hier, il y avait un front froid, mais aujourd'hui, il fait un peu plus chaud. Quand je suis enfin rentrée chez moi, le ciel s'est dégagé comme pour dire « Tu as réussi ». Je n'arrive pas à croire que je l'ai vraiment fait, traverser l'Amérique aller-retour. Ça m'a peut-être pris plus de temps que prévu et j'ai peut-être rencontré beaucoup plus de problèmes que je ne l'imaginais, mais je l'ai fait.
Ça m'a fait réfléchir à toutes les personnes qui disaient que cette moto était trop grosse pour moi, que je ne devrais pas la conduire et à quel point la majorité des gens abandonnent simplement. Ils restent dans ce travail qu'ils détestent, ils restent dans ce mariage qu'ils supportent à peine et vivent déprimés et en colère en pensant que c'est normal. Combien d'entreprises n'ont jamais vu le jour parce que quelqu'un pensait que leur objectif était réservé aux plus chanceux? Combien d'âmes sœurs ne se rencontreront jamais parce que quelqu'un est resté dans cette relation malheureuse à la place? Si je peux traverser le pays à moto, faire de ma passion mon métier et épouser l'homme de mes rêves, alors toi aussi tu peux y arriver.